Il n'y a pas de test diagnostique pour le TDAH, comme une prise de sang ou un test psychologique. Le diagnostic est clinique. En entrevue avec l'individu et au besoin avec ses proches, le clinicien vérifie la présence des critères diagnostiques et mesure le degré des handicaps associés pour orienter les choix de traitement. Pour porter un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, on s'appuie sur les critères qui sont regroupés dans un manuel américain qui s'appelle le DSM-4. Ce sont exactement les mêmes critères, que ce soit pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. C'est pas parce que quelqu'un a de la difficulté à se concentrer qu'il y a nécessairement un trouble déficitaire de l'attention. Les difficultés pourraient être dues à un problème de fatigue, un problème d'insomnie, une alimentation qui n'est pas bien équilibrée, de l'anxiété qui fait que les tracas l'empêchent de se concentrer sur ce qu'il fait, ou encore de la dépression qui est aussi associée à des difficultés attentionnelles. Nous, notre travail comme clinicien, c'est d'aller débroussailler tout ça et de voir si les troubles d'attention sont réellement dans un contexte de trouble déficitaire de l'attention ou secondaire à une autre problématique. Le trouble déficitaire de l'attention regroupe deux grands ensembles de symptômes. Il y a l'inattention puis l'hyperactivité-impulsivité. Pour arriver au diagnostic, il y a des critères essentiels qu'il faut respecter. Le premier, c'est que les symptômes sont présents depuis l'enfance. Le deuxième, c'est que les symptômes sont présents dans plusieurs sphères de vie, que ce soit à l'école, mais aussi à la maison, dans la vie sociale, la vie professionnelle. Le troisième critère, il est essentiel. Il faut que les symptômes soient d'un degré tel qu'ils entraînent un handicap, qu'ils entraînent un problème dans la vie quotidienne. Le dernier critère est que les symptômes ne peuvent pas être expliqués par une autre pathologie, comme de l'anxiété, par exemple, ou de la dépression. Selon la prédominance des types de symptômes, on va parler d'un TDAH combiné ou d'inattention ou d'hyperactivité prédominante. La majorité des gens ont des symptômes d'inattention et d'hyperactivité. Environ 30% des gens atteints ne présentent que de l'inattention. Ceci est plus difficile à diagnostiquer. Pour faire le diagnostic d'un trouble déficitaire de l'attention, on doit retrouver au moins 6 critères sur 9 dans le volet inattention et ou 6 critères sur 9 dans le volet hyperactivité-impulsivité. Parmi les critères d'inattention, le premier, c'est la difficulté à prêter attention aux détails. La personne fait des erreurs d'inattention. Le deuxième, c'est la difficulté à rester concentrée longtemps parce que la personne est soit distraite par ses propres idées ou les stimuli autour, ou encore elle perd de l'intérêt sur la tâche qu'elle est en train de faire. Le troisième critère, c'est un critère qui a été développé pour l'enfant, c'est la difficulté à avoir l'air d'écouter. La personne tombe dans la lune et son environnement s'en rend compte. Chez l'adulte, ce critère-là est beaucoup moins présent parce que l'adulte a appris à, entre guillemets, avoir l'air d'écouter. Le quatrième critère, c'est la difficulté à se conformer aux consignes, à faire sa tâche jusqu'au bout. La personne qui a un trouble d'attention a de la difficulté à démarrer sa tâche, elle a de la difficulté à rester sur sa tâche, elle va s'éparpiller et va donc avoir de la difficulté à finir. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. La personne qui a un trouble d'attention a de la difficulté à s'organiser. Elle a de la difficulté à se planifier, autant se faire un plan dans sa tête qu'à s'organiser dans une tâche. Chez l'enfant, c'est souvent l'adulte qui vient l'organiser, mais chez l'adulte, ce symptôme-là devient d'autant plus handicapant. La personne qui a un trouble d'attention attend la dernière minute pour faire la tâche. C'est souvent la marque de commerce des gens qui ont un trouble d'attention. La personne qui a un trouble d'attention va être facilement distraite par les stimuli autour et par ses propres idées. Elle va faire des oublis. Et si elle oublie où est-ce qu'elle a mis quelque chose, puis elle va perdre ses objets. Comme par exemple, l'enfant va perdre des mitaines, va perdre son crayon. L'adulte oublie où est-ce qu'il a mis ses lunettes, cherche ses clés, etc. Les symptômes d'inattention peuvent avoir nuit ou pas aux études. L'adulte a souvent développé des trucs, il va prendre des notes, met des choses à leur place précise. Il va s'être habitué à déléguer certaines tâches, comme la comptabilité, par exemple. Mais souvent, il va rester handicapé dans son quotidien, au travail ou dans sa vie familiale. Du côté de l'hyperactivité, c'est comme pour l'inattention, on a 9 critères et il faut en retrouver au moins 6 pour avoir un diagnostic positif. Au niveau de l'hyperactivité chez l'enfant, on n'a pas vraiment besoin d'être médecin pour voir l'hyperactivité chez un enfant. C'est souvent très intense et très handicapant. L'enfant a de la difficulté à s'empêcher de bouger, ça va être dérangeant en classe, ça va être dérangeant dans les jeux. Il va couper la parole, il va bousculer. Chez l'adulte, les symptômes sont
plus atténué. La bougeotte devient plus une grouillotte ou un inconfort, une tension. La personne va dire que là où est-ce qu'elle ressent encore un handicap, c'est sur le plan social, parce qu'elle coupe la parole, parce qu'elle a de la difficulté à prendre des décisions réfléchies, ça va être impulsif. Dans le trafic, par exemple, le pied va être pesant, la difficulté à attendre aux lumières ou aux intersections. C'est à ce niveau-là que la personne va encore ressentir des difficultés à l'âge adulte. Si on parle de mon jeune temps, quand j'étais encore enfant, vers 35-40 ans, j'avais cette hyperactivité-là, puis cette excessivité-là aussi. J'étais une personne qui voyageait beaucoup. Je prenais plaisir à aller vers la Malbaie, puis toutes les côtes. C'est très rare que je prenais une courbe si mes pneus ne crissaient pas. Ça veut dire que la pédale était dans le fond régulièrement. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était un goût, c'était un besoin, c'était un feeling. C'est tout simplement, c'est des feelings qu'on va chercher. C'est quand on exagère comme ça, là, il y a une satisfaction de dire « Ah, je l'ai réussi. » Pourquoi? Ça donne rien. J'ai réussi à ne pas me tuer. Là, je sortais de la ruelle, je venais de me mettre en 21e vitesse. Là, quand j'ai jumpé, ben là, le char a passé, puis là, j'ai frappé le derrière, puis là, je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé le tibia. Rester tranquille et concentré de façon prolongée est difficile dans le TDAH. Par contraste, jouer à un jeu vidéo est plus facile, la tâche étant très stimulante et de courte durée. La plupart des adultes qui consultent pour un TDAH ont un proche, souvent un enfant lui-même atteint, pour qui la reconnaissance et le traitement du TDAH a été bénéfique. Certains consultent pour un problème associé comme de l'insomnie, de l'anxiété ou une dépression. Ce qui m'a amené à consulter, c'est que j'ai toujours su que j'avais un problème, mais j'étais pas capable de mettre un mot, un nom sur mon problème. Quand j'ai commencé à lire, bon, parce que Gabriel avait ce trouble-là aussi, bon, je me suis documentée beaucoup avec mon conjoint, puis là, à un moment donné, bon, je regardais, tu sais, bon, les symptômes, toutes les choses, tu sais, que le trouble déficit de l'attention, tout ça, puis là, je me disais, hein, tabarouette, j'étais comme ça, moi, quand j'étais jeune, ça, je l'avais, puis je l'ai encore. Ça m'a amené à voir un médecin, parce que là, je me disais, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Si quelqu'un pense que lui-même ou un de ses proches est atteint d'un trouble d'attention puis qu'il veut aller plus loin dans la démarche, la première étape, c'est vraiment d'aller se renseigner, d'aller lire sur le sujet. Par la suite, si on dit « oui, ça ressemble à ça, puis je voudrais aller chercher un traitement », l'étape suivante, c'est d'aller consulter son médecin. Le médecin va procéder à l'évaluation et si l'évaluation montre que le tableau est plus complexe, bien à ce moment-là, il peut référer en spécialité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de test neuropsychologique qui permettent de déterminer avec certitude si le patient qu'on évalue a un trouble déficitaire de l'attention. Cependant, l'évaluation neuropsychologique peut être très utile pour, dans un cas de comorbidité, un cas complexe où un patient n'atteint pas tout à fait les critères du trouble déficitaire de l'attention, ça peut nous permettre de préciser si les plaintes du patient sont en lien avec un trouble déficitaire d'attention ou, par exemple, avec un trouble anxieux. L'autre chose qui est importante, c'est que l'évaluation neuropsychologique ne se limite pas seulement aux tests neuropsychologiques, même si c'est la majeure. Il y a aussi toute une entrevue clinique qu'on effectue avant d'évaluer le patient avec nos tests. On peut utiliser des autoquestionnaires spécifiques qui vont nous permettre de préciser les plaintes cognitives du patient. Et c'est une intégration de toute cette information-là, en plus de l'observation du comportement du patient lors de l'évaluation, qui va nous permettre d'avoir une impression diagnostique plus fiable. Les autoquestionnaires qu'on utilise pour le trouble déficitaire d'attention ne sont pas spécifiques au trouble déficitaire de l'attention. Donc, quelqu'un peut avoir une autre problématique psychiatrique, comme une dépression, ou un trouble neurologique, comme un traumatisme crânien, et cette personne-là va aussi cocher plusieurs des symptômes que quelqu'un avec un trouble déficitaire d'attention cocherait.